Doudou Wade dit qu'il ne voit aucun changement par rapport à cette confusion, il faut quand même le dire, au lendemain des attentats du 11 septembre. L'islam a été confondu avec le terrorisme, surtout avec George Bush. Est-ce que vous constatez un changement avec Barack Obama? Oui, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réconciliation très profonde entre les États-Unis et le monde musulman. Bien évidemment, il y a toujours des groupes qui sont en lutte contre les États-Unis ou les intérêts des États-Unis, mais pour l'essentiel, les populations des pays musulmans sont beaucoup plus ouvertes par rapport aux États-Unis qu'en 2002, lorsque justement Bush faisait ses sorties après les attentats du 11 septembre. N'oubliez pas le discours de Barack Obama au Caire, à l'université américaine, un discours historique. Aujourd'hui, d'ailleurs, les sondages le montrent. L'image des États-Unis s'est beaucoup améliorée dans les pays arabes et dans les pays musulmans, parce que même le printemps arabe a été également accompagné par les Américains. Ça a été favorisé dans beaucoup de pays, que ce soit en Égypte, en Tunisie ou en Libye, pour favoriser les changements. Actuellement en Syrie également. Vous savez, même au Mali, je ne suis pas sûr que ce que les États-Unis peuvent faire pour appuyer les forces africaines et françaises, c'est quelque chose qu'on peut crier sur les toits. Vous savez, en matière de défense, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, les gens ne seront pas au courant. Je suis persuadé qu'il y a une parfaite entente de la communauté internationale en termes de gestion de la crise malienne. C'est vrai que les Français étaient déjà là-bas. Je pense que ce n'était pas la peine peut-être que les Américains envoient des troupes, donc on a laissé les Français y aller, mais sans doute il y a une concertation au plus haut niveau pour que, notamment dans le domaine du renseignement, que les Américains puissent apporter un appui. Alors, qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée d'Obama au pouvoir? Il y a que vous avez un président qui est cosmopolite et qui n'est pas aussi fermé dans le carcan américain que quelqu'un comme George Bush. Ce n'est pas le même profil. Le Barack Obama, qui est devenu président des États-Unis, a une expérience très positive du reste du monde. Il est allé au Kenya plusieurs fois, mais avec sa maman qui s'est remariée, il est parti en Asie, je crois que c'était en Malaisie. Le président, oui, voilà, il est même allé dans une médersa. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé. Compte tenu de cela, je crois qu'il faudrait nécessairement, à son niveau, une approche qui relativise beaucoup plus l'hégémonie américaine. On a tout de suite parlé de la générosité des républicains. Ça participe aussi peut-être d'une volonté hégémonique de l'Amérique. Il faut dans ces conditions faire philanthropie au niveau du reste du monde. Quand vous avez dû voir une nette démarcation, et je le disais l'autre jour, tout le temps que le président Barack Obama a parlé des gens qui sont contre les États-Unis et qui attaquent, il n'a jamais une seule fois utilisé le mot ennemi. Le choc des civilisations, la guerre des religions, les ennemis, les barbares, tout ça, ça a pu être dit pendant la période de Bush, mais jamais au grand jamais, pendant que Barack Obama était là et toujours là, on n'a jamais entendu parler de « our enemies ». Jamais. Cela signifie quelque chose. En plus, il y a autre chose. Regardez comment il décide d'approcher les problèmes. Même dans le cas d'Israël, qui est un ami en toutes circonstances des États-Unis, mais il a dû taper sur la table quand même pour dire aux Israéliens, il y a une limite à ce que vous pouvez faire, et les Palestiniens ont quand même des droits. Ça, il l'a dit très clairement. Et avec lui, vous pensez qu'on aura un État palestinien reconnu comme tel? Oui, en tout cas, ce qu'il aurait souhaité. Il ira jusqu'à ce niveau. Ce qu'il aurait souhaité. Barack Obama aurait été extrêmement heureux
si à la fin de son mandat, il arrivait à mettre en place un État palestinien. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que si vous avez suivi, et quand on dit que les Américains ne sont pas là et qu'ils ne sont même pas au Mali, il faut faire attention. Il y a une nouvelle stratégie. Ils interviennent sans apparaître. La stratégie du Mali, c'est très clair. Vous, les Français, avancez, mais on vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et je vous dis aussi... le fameux drone aussi. Oui, voilà, exactement. Et je suis sûr et certain que les militaires sénégalais ne parlent pas. Mais la coopération militaire entre les États-Unis et le Sénégal est en train de se développer de manière extraordinaire, parce que j'ai vu des soldats américains dans un lieu du Sénégal où je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait été. Et personne ne le sait. Il y a donc des choses qui se passent, mais qui se passent en silence et qui se développent. Alors, j'espère que pour l'intérêt des Américains et pour nous-mêmes. Je salue le président Doudou Wade. Il est intervenu trois fois ou 4 fois. Je voudrais quand même le saluer et saluer aussi Lo qui va bientôt intervenir. Très bien. Voilà. Lo, malheureusement, nous a fait faux bon, mais disons qu'il a une contrainte parce qu'il se trouve du côté de Darumourti, un bon talibé mouride avec le Magal qui se passe là-bas. Il s'est excusé, on aura l'occasion de le retrouver très prochainement. Moubarak Lo, un mot avant qu'on termine très rapidement. Il reste 5 à 10 minutes maximum. Vous savez, il y a un ancien Premier ministre indien. Il a été Premier ministre pendant très longtemps. Il a été ministre des Affaires étrangères pendant 11 ans. Il était Premier ministre dans les années 90. Il a sorti une phrase très importante. Il a dit le but de la diplomatie... c'est ça? Non, je parle de l'Inde. Oui. Ah oui, de l'Inde. Je parlais moi de la Malaisie. D'accord. Il était Premier ministre en 97. Il a dit... Le but de la diplomatie, c'est de transformer un ennemi en ami. Et d'ailleurs, au-delà de Obama, si vous observez la diplomatie américaine, c'est-à-dire avant c'était la superpuissance, le gendarme du monde. Le gendarme du monde. Il y a un changement de lexique, un changement de stratégie. Aujourd'hui, on parle de soft power, c'est-à-dire c'est la diplomatie du cœur. Au lieu d'imposer que les autres vous respectent parce que vous êtes plus fort, vous avez les meilleures armes, vous êtes riche, etc., comment faire pour en faire des amis? C'est cette nouvelle approche. Quand vous avez vu, même quand Hillary Clinton était là, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, c'est cette politique-là qu'il appliquait. Donc ça, c'est un choix de la diplomatie américaine. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément visible à l'œil nu, mais disons que c'est ça qui est en train de dérouler et dans les communautés, etc. Est-ce que cette visite ne signifie pas aussi, quand on reste sur le thème de la sécurité du terrorisme, que le Sénégal n'est pas à l'abri? Bon, on a vu quand même toutes ces dispositions prises. On a presque fermé le nord du pays par crainte que de supposés djihadistes ou salafistes, je ne sais même pas comment il faut les qualifier, n'envahissent justement et viennent perturber cette visite. Oui, je pense qu'il faut savoir raison garder. Pour que ce qui se passe au Mali puisse se produire au Sénégal, il faut 2 conditions. Je parle du Nord Mali. Et même le Nord Mali, ce n'est pas l'Afghanistan. Parce que toute la population du Nord Mali ne partage pas les idéaux de ceux qui mènent la guerre. C'est extrêmement complexe. Le Nord Mali, c'est un complexe. Donc il faut 2 conditions. La première, ce serait que ceux qui sont au Nord Mali puissent progresser facilement au Sénégal. Et deuxièmement, c'est que les populations soient prêtes à faire une jonction idéologique. Et je ne suis pas persuadé que l'islam que nous ayons au Sénégal soit un islam ouvert à des actes terroristes, etc. Nous avons un islam pacifique. Prétend le contraire. Comment? Un rapport récent prétend le contraire sur la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO. Je peux vous dire personnellement... Avec l'IFRI et la CEDEAO. Savez, moi, je connais bien la religion musulmane au Sénégal parce que très bien. Je suis dedans. Les Sénégalais, c'est ce qu'il y a de plus pacifique. Et c'est un islam très modéré. Pour l'essentiel, maintenant, tu peux avoir quelques groupes qui peuvent avoir des tendances. On verra. Seul Dieu sait. En tout cas, on va leur dire de rester là où ils sont. On n'en a pas besoin. Alors, Doudou Wade, on va quand même aborder le thème de ce que d'aucuns qualifient de paranoïa sécuritaire. Il peut revenir, Doudou Wade. On peut le rappeler, c'est le dernier pratiquement tour de table. Cette paranoïa sécuritaire dont on parle, Ousmane Sène, avec l'arrêté que nous avons sous les yeux. Dakar, il ne sera pas facile de circuler
dans la capitale sénégalaise pendant tout le temps que le président américain sera chez nous, de mercredi à vendredi. Je vais même dire... Qu'est-ce qui explique cela? Je vais même dire qu'il y a plus. Le jeudi, il n'y a qu'une seule chaloupe qui ira à Gorée. Et cette chaloupe-là va emporter le personnel de l'ambassade ainsi que les 15 de la société civile qui sont invités. C'est ça la situation. Le maire de Gorée, certainement, n'était pas très content. Mais je voudrais dire à leur corps défendant, quand même, que pour leur défense, que véritablement, même aux États-Unis, même ça se passe de la même façon. Et dans les pays développés, ils sont aussi obligés d'accepter ces règles draconiennes par rapport à la sécurité du président américain. Je vous donne une différence nette entre la situation de Barack Obama et la situation de ses prédécesseurs. En particulier, la situation de Bill Clinton. N'est-ce pas Bill Clinton qui a inventé, si vous voulez, cette manie, enfin, cette mode du président qui fait son jogging, qui a été repris d'ailleurs par Sarkozy, mais il n'est pas pensable que Barack Obama se mette à faire du jogging à Washington. Il est plus exposé. Oui, comprenons, il est encore plus exposé que n'importe qui. Pourquoi? Pourquoi serait-il le plus exposé? Parce que c'est à cause de la situation sécuritaire dans le monde. N'importe quel groupe d'Al-Qaïda serait heureux de pouvoir dire « Nous avons le président des États-Unis comme cible ». Et ça, il faut l'éviter. Et le raisonnement de la sécurité américaine, elle est toute simple. Monsieur le Président, vous êtes une personnalité qui fait un excellent travail. D'accord. Oui, mais vous faites ce travail-là tant que vous êtes en vie. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais si vous n'êtes pas en vie, à partir de ce moment, vous ne ferez pas ce travail. Non. Dans ces conditions, nous ferons tout pour préserver votre vie. Lui-même, il est obligé de se plier à ces règles. C'est-à-dire, toutes les règles, on vous les impose, vous êtes obligé de vous exécuter. Certains même ont fait un commentaire cet après-midi qu'il n'est pas pensable que des agents de la sécurité imposent ça à un président africain. À Washington, D.C., il avait une réunion et la distance était d'à peu près 1 kilomètre. Il a dit, comme un bon Américain, je vais marcher. La sécurité lui a dit poliment, Monsieur le Président, entrez dans le véhicule parce qu'il y a des questions sécuritaires. Il a protesté un peu, mais il a fini par entrer et aller. Doudou Wade, Dakar qui est bunkerisé par les Américains, ce qui a amené cet arrêté du préfet, il me semble, disant que la circulation est quand même restreinte sur certains axes, surtout du Palais de la République jusqu'ici aux Almadies. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Mais écoute, il fallait s'attendre à ça. Aujourd'hui, c'est depuis une semaine interdiction de manifestation, interdiction de tenir des conférences, interdiction de marche. Certaines libertés sont mises entre parenthèses parce que nous avons l'homme le plus puissant du monde qui est là et qui répond, lui, rien que de ses services de sécurité. Encore que ce n'est pas nouveau, non? Déjà, avec George Bush, avec le président Wade, Bill Clinton, c'était un peu ça, non? Je dis que ce n'est pas nouveau, mais ça s'est accentué. Et du point de vue du déplacement... Vous le pensez vraiment? Quand à Gorée, par exemple, avec George Bush, on avait presque fermé les habitants de Gorée dans une sorte d'enclos. Mais aujourd'hui, on ne les enferme plus, c'est qu'ils ne peuvent pas y aller et seuls, d'après l'information que nous avons reçue tout de suite. C'est un coût supérieur de 42 milliards de francs, d'après les informations reçues sur Bill Clinton. C'est 100 millions de dollars qui ont été dépensés pour l'arrivée. Or, les secrets sécuritaires, et il faut s'adapter à ça pendant les 3 jours. Malheureusement, c'est comme ça. Mais il faut montrer, indiquer que nous avons mis entre parenthèses nos libertés pour permettre à Obama d'avoir sa liberté de visiter le Sénégal. Très bien. Alors, l'arrêté dit dans son article 1er, dans le cadre de la visite officielle au Sénégal de M. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, du mercredi 26 juin au vendredi 28 juin 2013, sont interdits le stationnement et la circulation de véhicules de toute catégorie sur les axes routiers et aux heures, si après je ne vais pas vous énumérer ça parce que c'est fastidieux. Et l'article 5, l'article, s'il vous plaît, Doudou Wade, un autre article dit tout manquement aux présentes dispositions sera puni des peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Le commissaire central et le commandant de la compagnie territoriale de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. Oui, terminez votre phrase. J'ai dit l'arrêté, je l'ai devant moi. Oui. Mais je rappelle à Moubarak qui vous avait remis l'arrêté qu'en 2010,
avec l'arrivée de chefs d'État africains, une marche interdite a été organisée, peut-être même à laquelle je ne sais pas s'il y a participé, mais tous les leaders ont dit, interdiction ou non, on marchera. Donc, Moubarak, qui vous a remis l'arrêté que j'ai, veut qu'on respecte effectivement l'arrêté. Disons, c'est le contraire, c'est-à-dire que je lui avais remis l'arrêté, s'il vous plaît, parce que c'est très important, Doudou Wade. J'avais remis à Moubarak l'arrêté, mon arrêté, il me l'a rendu. Oui, c'est la dernière image que vous avez vue. Je dis par conséquent, monsieur le directeur, rappelez-vous les déclarations de Dansoko, de Bathily, de Mbaïnian, nous allons marcher, interdiction ou pas, et nous avons un plan B ou un plan C. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, opposition? Vous allez manifester? Je ne peux pas vous le dire sur cette... C'est un secret défense. Nous avions commencé un bon débat qui intéresse le Sénégal. Très bien. Nous avons pris des décisions et des positions sénégalaises. Nous n'avons pas critiqué notre régime. Nous avons plus critiqué Obama dans sa vision et sa stratégie africaine. Il ne faut pas m'envoyer tout ça sur cette voie-là parce que je peux le faire. Très bien. Ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Très bien, Doudou Wade, merci en tout cas. Mais vous pouvez rester, il y aura une dernière question pour tout le monde tout à l'heure. Moubarak Lo, est-ce que l'État sénégalais était obligé de se plier à cette règle, ces conditions? C'est contraignant. Bon, vous savez, la sécurité, ce n'est pas négociable. Et nous recevons en note. Et le Sénégal de 2013, ce n'est pas le Sénégal de 2010. Parce qu'il n'y avait pas la crise malienne. Il n'y avait pas toutes ces forces qui étaient en Libye, qui se sont déployées au nord Mali avec beaucoup d'armes et qui sont prêts à faire mal un peu partout. Et donc, je pense qu'il faut comprendre ça comme cela et pas autre chose. Il y aura des dédommagements quand même? Il y aura une taxe sèche. Vous êtes économiste, vous savez que ça va faire perdre beaucoup d'argent C'est vrai qu'en droit Sénégal. administratif, Oui. je me rappelle quand on était étudiant, il y avait un cas où le préfet avait pris un arrêté pour interdire la circulation sur une voie. Il y a des gens qui vendaient là-bas le dimanche. Ils ont saisi la justice, ils ont eu combien de causes? Ils ont eu des indemnités. Peut-être ça peut inspirer ceux d'en face ici. Ablaïder nous disait tout à l'heure, la gendarmerie a débarqué pour leur remettre un papier en leur disant demain à 16h, vous fermez boutique. Il faut saisir le Conseil d'État, c'est très sérieux. Oui. Il faut saisir le Conseil d'État. Ça peut être sérieux, un premier cas, éventuellement, pour demander réparation. Et le Conseil d'État va arbitrer. C'est le Conseil d'État qu'il faut saisir, pas le Conseil constitutionnel. Pour abus de pouvoir. Bon, pour excès de pouvoir. Je pense qu'il faut... Ce sera la Cour suprême aussi, sa chambre certainement administrative, puisque le Conseil d'État n'existe voilà, plus. c'est-à-dire à l'intérieur de là. Donc, il faut considérer que la sécurité, ce n'est pas quelque chose qui est négociable. Et chaque pays a sa vision de sa propre sécurité. Je veux dire, le président américain, sa perception ou son entourage, sa perception de la sécurité, ce n'est pas forcément la perception qu'on aurait au Sénégal. Parce que c'est un homme qui peut être recherché par beaucoup de personnes dans le monde qui cherchent à l'atteindre. Ennemi public numéro 1. Bon, en tout cas pour ces forces-là, les choses à l'envers. ces forces terroristes, donc il faut accepter, je pense que ça dure 1 jour et demi. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait... C'est mercredi, jeudi et bon, c'est mercredi à partir de 18h. Oui, et ça finit vendredi à 12h. C'est ça. Donc c'est 1 jour et demi à peu près. Très bien. Et c'est sur un axe assez limité, c'est la corniche ouest. Donc pour l'essentiel, nous demandons la compréhension des populations. Très bien. Et nous demandons également que vraiment le peuple sénégalais réserve un bon accueil au président américain, parce que n'oubliez pas qu'on aura toutes les caméras du monde tournées sur le Sénégal. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à l'opposition républicaine, Doudou Wade qui vient de parler, et toutes les composantes de l'opposition, pour que nos querelles internes, qu'on les taise jusqu'au départ de Obama et éventuellement qu'on continue de parler de ce qui nous oppose. Dernier mot, je vais quand même évoquer cela parce que c'est l'Afrique du Sud, c'est très symbolique. Il va débarquer en Afrique du Sud avec un Mandela dans un état de santé jugé très critique. On lui souhaite encore longue vie. Tout peut arriver ces jours-ci. Qu'est-ce que ce serait une image, sorte de passage de témoin entre un chef charismatique, Nelson Mandela, que toute l'humanité adore, et un Barack Obama
africain, américain, Oui. mais président des États-Unis. Oui, et je crois que ce serait la rencontre de deux héros du XXIe siècle. Ce que Barack Obama a pu faire aux États-Unis, ce que le général Colin Powell a appelé transformational change, un changement qui révolutionne les choses, et Nelson Mandela qui a vécu en prison à Robben Island pendant plus de 20 ans et qui a réussi à aboutir à l'indépendance de l'Afrique du Sud. Que ces deux héros-là se retrouvent ensemble. Nelson Mandela, d'abord, qui a été absolument adopté par la communauté africaine-américaine, parce que dans un film de Spike Lee, il y a un des personnages qui dit nous avons perdu les 3 M. On nous a tué Martin Luther King, nous avons perdu Malcolm X, et voilà, ils ont mis Nelson Mandela en prison. Donc c'est aussi une figure qui est adulée par la population américaine dans son ensemble, et plus particulièrement par la population noire. Mais moi j'ai une question à poser quand même à la population sénégalaise par rapport à la question que vous avez évoquée tout à l'heure. Je dis, et si le président Obama ne venait pas au Sénégal? C'est-à-dire, ces 2 jours où on limite peut-être notre liberté de circulation, qu'est-ce que ça pèse par rapport à cette chance qu'on a, et ce privilège qu'on a d'avoir quand même le président des États-Unis? Si on nous demandait à choisir, vous hypothéquez un peu de votre... pas seulement le président des États-Unis, mais ce président qui a une trace... Voilà, c'est ce que je dis. Celui noire, qui signifie tant de choses pour nous. Voilà, qu'on lui permette pendant 2 petits jours de nous perturber un peu, même pas perturber, de nous déranger un tout petit peu, ou bien alors qu'il reste chez lui. C'est nous-mêmes dans notre sagesse qui disons, et permettez-moi de le rappeler, bëgg gan taxul nga am gan, mën gan mooy tax nga am ci gan yi. Dans cette condition, gan nag du yeewu béy. waaw, mais gan aussi teral, gan teral. Doudou Wade, mais vraiment je veux qu'on reste sur la dernière image qu'on aura peut-être dans les tout prochains jours, quand Obama va débarquer en Afrique du Sud avec Mandela. Le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il voit ce monument là, dont l'état de santé est jugé très critique. Doudou Wade. Écoutez, Mamoudou Ibra, on le souhaite, mais c'est aléatoire. Hein? Aujourd'hui, je pense qu'à niveau d'information où nous sommes, il est encore aléatoire que le président Obama puisse rencontrer le président Mandela. Parce que d'aucuns disent qu'il peut ne pas le voir parce qu'il est malade, et dans ces moments, en Afrique du Sud, on laisse les gens se reposer, surtout dans le contexte qu'il est. Mais cela veut dire qu'il aurait été préférable que cette visite se fasse en 2009, en 2010, dans son premier mandat. Il a pris cette décision, quoi qu'on dise, un peu tard. Souhaitons qu'il le voie, mais s'il ne le voit pas, ce sera un regret pour lui. Et il aurait manqué une très grande occasion de rappeler l'homme africain le plus important. Moubarak Lo. Oui, je pense que l'histoire est en train de se produire. Il y a 3 hommes, en tout cas pour les Noirs américains et pour les Noirs de manière générale dans le monde, qui symbolisent la transformation de la place de l'homme noir dans le monde. Il y a Martin Luther King, je commence par lui, parce que c'est lui qui a démarré le combat, I have a dream, etc. Mandela a repris le flambeau en mettant un terme par son combat avec les Steve Biko, tous ceux qui ont combattu en Afrique du Sud. Et en 1994, il est devenu chef de l'État, de la nation arc-en-ciel. Obama est devenu le premier président noir aux États-Unis. Je pense qu'il y a une continuité du combat entre ces 3 figures. Et figurez-vous que jeudi, l'épouse du président américain, Michelle Obama, va visiter l'école Martin Luther King. Ouais. Ensuite, Obama ils vont visiter Gorée également. Ensuite, ils vont aller en Afrique du Sud. Quel que soit ce qu'ils vont trouver là-bas, nous espérons et nous prions pour que Mandela continue de vivre, parce que c'est un symbole formidable pour l'Afrique et pour l'Afrique du Sud et pour le monde entier. Mais quel que soit ce qui va se passer, l'histoire est déjà réalisée. Il va arriver un moment où tout le monde va parler de cette rencontre réelle ou symbolique entre Obama et Mandela. Je pense que donc le bien est déjà fait, en tout cas. Et nous ne pouvons qu'applaudir. Prions pour qu'on puisse être là pour immortaliser toutes ces images et que nous aurons la chance, nous, Sénégalais, de dire nous y étions aussi un jour.
Bienvenue, welcome au président Obama qui arrive ce mercredi à Dakar. Merci Ousmane Sène, merci Moubarak Lo, merci Doudou Wade au téléphone, merci de la patience. À toute la rédaction aussi, Barkaba, Papis Diaw, Khalifa Diakhaté et tous ces reporters aussi qui étaient sur le terrain, notamment Hadi Attala, Ibrahima Kamara, mais aussi Ibrahima Kane et Ibou Diouf qui étaient à la réalisation de l'autre côté. Vieux Diouf, Muntaga, David, tout le monde à la technique. Merci, bonsoir, bye bye.